Le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, comme le veut cette émission de rentrée, c'est un quart d'heure de mise à jour, de remise à jour sur les enjeux de marché pour cette rentrée ce mois de septembre. Je crois qu'il y a deux déterminants clés pour les investisseurs globaux aujourd'hui. Ce que nous dit Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, la banque centrale la plus puissante du monde, et ce que va nous dire Nvidia, qui est peut-être l'entreprise la plus importante du monde et du siècle aujourd'hui. Justement, ça tombe bien, nous en parlons avec John Plassard, qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement chez Mirabeau, avec nous à distance. Bonjour et bienvenue, John. Effectivement, c'est peut-être ce qui va façonner la course des marchés dans les prochains jours et les prochains mois. Je disais Nvidia qui va publier cette semaine, et ce que nous a dit également Jérôme Powell depuis le symposium de Jackson Hole vendredi dernier. Tout le monde a salué le pivot complété de la Réserve fédérale américaine à travers le discours de Jérôme Powell. Qu'est-ce qui est clair? Qu'est-ce qu'il est peut-être un peu moins dans le discours porté par le patron de la Fed vendredi dernier, John? Bonjour Grégoire. Alors d'abord, je pense qu'il faut rappeler une chose, c'est que tout le monde, le consensus était à 100% sur une baisse des taux en septembre. Donc ce n'est pas vraiment une surprise que Jérôme Powell nous dise qu'il va effectivement baisser les taux en septembre. Et donc maintenant, la focalisation et la zone d'ombre, je dirais, c'est de savoir s'il va les baisser de 25 points de base ou de 50 points de base. Mais je dirais qu'il y a d'autres choses qui sont très intéressantes et très importantes dans le message de Jackson Hole. C'est cette focalisation qu'on a depuis maintenant, je dirais, 3 semaines sur l'emploi américain. Et on sait que l'emploi américain est quelque chose de très important pour la Réserve fédérale américaine parce que c'était le levier qui avait été utilisé initialement pour faire baisser l'inflation. Vous vous souvenez qu'il y avait un calcul très simple et qui était historique, qui était de faire monter l'inflation et de faire monter le taux de chômage. Et plus vous avez de chômeurs, moins vous avez de demandes, eh bien plus l'inflation baisse. Donc c'était assez simple théoriquement, mais on avait, et on en a assez discuté ensemble, on avait notamment les achats de revanche et puis l'utilisation de cartes de crédit et de tout ce qui était bas de laine, qui n'a pas permis à ce mécanisme de se mettre en place. Mais on a vu que depuis l'année passée, depuis mai de l'année passée, eh bien, le taux de chômage a monté de quasiment 1% aux États-Unis, 0,9%, en passant à 4,3% de taux de chômage, et que aujourd'hui, c'est quelque chose qui inquiète parce que vous savez que c'est comme un bateau, pour l'arrêter, il faut de la distance. Et là, on ne peut pas arrêter un chômage qui monte, c'est-à-dire qu'on peut essayer de le ralentir, mais c'est très difficile de piloter un taux de chômage. Et vous savez très bien, Grégoire, que le taux de chômage il est important parce que si les Américains ont un emploi, eh bien, ils consomment. Et s'ils consomment, eh bien, il y a de la croissance aux États-Unis. Donc pour piloter ce soft landing, il faut absolument que le taux de chômage, et on aura les chiffres d'août qui seront publiés le 6 septembre, eh bien, il faut surtout que ce taux de chômage n'aille pas au-delà d'un certain point de chômage. Et en fait, ce point, apparemment, puisqu'on a entendu plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine s'exprimer ce week-end, eh bien, certains mettent le curseur à 4,5% et d'autres le mettent à 5%. Donc, si vous allez au-delà de ce chiffre, eh bien, c'est un moment où la Réserve fédérale américaine commence à transpirer un peu plus qu'elle n'a transpiré avant. Et de l'autre côté, l'inflation n'en parle plus du tout parce qu'elle semble, et c'est très difficile de le dire, mais elle semble maîtrisée par la Fed. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la Fed va baisser ses taux. Ce qui est sûr, c'est que, vous savez, les nuages de points, les fameux dot plots qui seront modifiés en septembre, eh bien, ne vont plus montrer qu'il n'y a plus qu'une baisse avant la fin de l'année. Il y en aura certainement 3. Mais c'est vraiment le taux de chômage qui va nous montrer comment les prochaines baisses de taux vont être pilotées sur cette fin d'année et évidemment en 2025. Donc je dirais que c'était une remise à l'ordre et on voit très bien dans son discours qu'il répète à plusieurs reprises ce mandat du plein emploi qui est très important.
Oui, effectivement, et on verra comment le débat prend forme, notamment avec la publication attendue début septembre des chiffres de l'emploi américain du mois d'août, sur l'idée de commencer par une baisse de taux de 25 points de base ou de 50. On l'a vu dans le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire qui se tenait les 30 et 31 juillet. Certains membres de la Réserve fédérale américaine auraient peut-être été en faveur, dès le mois de juillet, d'une baisse de taux de 25 points de base. Est-ce qu'il faudra rattraper du retard ou est-ce qu'au contraire, on peut se permettre d'y aller tranquillement, progressivement? Bon, réponse peut-être avec les prochains chiffres de l'emploi aux États-Unis, un taux de chômage qui s'établit pour l'instant à 4,3%. Si on en vient au marché, John, chaque mois a toujours un peu ses caractéristiques dans l'histoire des marchés. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là du mois de septembre et de surcroît du mois de septembre dans une année électorale? Oui, alors il faut rappeler une chose, c'est que le mois de septembre, historiquement, est le plus mauvais mois de l'année. Donc je commence par une mauvaise réponse. Pourquoi ? Parce que depuis 1950, l'indice S&P baisse de 0,87% historiquement, alors que le meilleur mois, c'est le mois de novembre, et que historiquement, en moyenne, il faut faire évidemment attention en moyenne, eh bien, le mois de novembre, c'est plus 1,63. Donc, moins 0,87, donc plus 1,63. Donc, on voit qu'il y a une différence notoire. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Et la première, elle est fiscale, parce qu'on sait que ce qu'on appelle les mutual funds, les fonds communs de placement aux États-Unis, eh bien, encaissent normalement leurs pertes avant la fin septembre, puisqu'ils récupèrent ce qu'on appelle des pertes fiscales, puisque l'exercice fiscal clôture en septembre. La deuxième raison, c'est, et puisque vous en parliez, c'est normalement le mois dans les élections, les années d'élections présidentielles, vous avez les candidats qui vont un petit peu plus loin dans leur programme. Et on a vu notamment hier déjà le colistier de Donald Trump qui, lui, a parlé pour une fois de politique économique en mettant en avant les bienfaits d'une guerre commerciale, notamment avec la Chine. Eh bien, on va de plus en plus en entendre parler de l'autre côté de la part du candidat et de Kamala Harris. Donc, on va dans le dur, je dirais, du sujet à 2 mois de l'élection présidentielle. Il y a aussi d'autres raisons qui expliquent ça. C'est évidemment le fait que vous êtes dans une situation où, durant le mois d'août, vous avez moins de volume. Les gens, quelquefois, prennent leurs bénéfices ou en tout cas mettent des stops, comme on appelle ça, avant de partir en vacances. Et souvent, on a, au mois de septembre, des mois extrêmement volatiles. Et puis, pour l'anecdote aussi, si vous prenez les semaines, si on se focalise maintenant vraiment sur les semaines, vous voyez que les 2 dernières semaines de septembre sont les plus mauvaises de toute l'année. Donc on voit ici qu'il faut faire attention et surtout, dans ce qui nous concerne, eh bien, on aura des rendez-vous, on aura normalement le débat entre Kamala Harris et Donald Trump, on va avoir aussi le débat entre les 2 colistiers, et puis, on en a parlé, alors vous me direz, c'est pas dans la deuxième partie de septembre, mais c'est au début, on a pas mal de rendez-vous qui pourraient rajouter de la volatilité, on en a parlé avant, le 6 septembre, c'est évidemment les chiffres de l'emploi américain, vous avez le 18 septembre, c'est la Fed, le 12 septembre, c'est la Banque centrale européenne, et vous avez plein de banques centrales qui se réunissent. Donc ça va alimenter de la volatilité. Vous en parliez avant, justement, de NVIDIA et de toute la sphère de l'intelligence artificielle. On sait que la demande est là, mais la grande question pour NVIDIA et pour d'autres acteurs, c'est vraiment de savoir s'il y a assez d'offres. C'est ça la question, pas la demande, mais l'offre en face, et de savoir si finalement, on va voir au bout du tunnel un potentiel concurrent arriver pour concurrencer NVIDIA et voir ce que font les Chinois, bien évidemment. Donc, beaucoup d'incertitudes. Et là-dessus, cerise sur le gâteau, je sais que ce n'est pas un bon terme à utiliser dans ce cadre-là, mais on a la question géopolitique. Vous savez, c'est très difficile et j'ai plusieurs de mes confrères économistes qui modélisent d'une certaine manière la guerre en Ukraine et la guerre au Proche-Orient. Et c'est très difficile puisqu'on sait que d'un jour ou l'autre, on peut avoir une surprise négative, dramatique au niveau humain, mais aussi qui a des implications très très fortes sur l'économie en général.
et sur l'inflation, puisque je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, le prix du baril, ce matin, a gagné 3% à cause de ce qui s'est passé, à cause des attaques qu'il y a eu ce week-end d'Israël sur le Hezbollah, sur des bases du Hezbollah. Et on a vu que toutes les certitudes qui étaient posées de la décélération de la demande, notamment de la part de la Chine, eh bien, se traduisaient par une baisse du prix du baril. Eh bien non, ce matin, eh bien, c'était le contraire qui arrivait, avec potentiellement des implications à plus long terme sur l'inflation. Donc c'est très difficile à dire. On peut comprendre ici que le mois de septembre va être un mois de septembre qui va être, comme je l'ai dit avant, volatile et potentiellement négatif. Donc faites un peu attention à ce niveau-là. Et puis puisqu'on a une certitude, c'est difficile de le dire ici, mais une certitude que la Fed va baisser ses taux en septembre, on a toujours des changements, et vous en parliez en première partie d'émission, des changements de portefeuille dans les portefeuilles des gérants et des fonds de pension, notamment aux États-Unis, qui pèsent lourd sur le marché, qui peuvent avoir des conséquences fortes. Merci beaucoup, John. Mois de septembre à enjeu. Ne ratez rien du mois de septembre sur les marchés. Le réflexe, c'est Smart Bourse, évidemment, chaque jour à 17h, en replay, en podcast, avec John Plassard, notamment, qui nous accompagnait pour cette émission de rentrée. Merci beaucoup, John. Vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau et compagnie en Suisse.